Bonjour Francis et salut les fans. Donc nous sommes ici sur le nouveau podcast de Francis. Et la première question me correspond. Donc pour ceux qui n'ont pas reconnu ma voix, je suis Dark Mundo, le colosse belge. La question de mes débuts et de mes origines revient souvent, effectivement. Et est-ce qu'on va répéter encore une fois pourquoi le nom, d'où il vient, etc. On va changer un peu l'aspect. Donc je suis un jeune Belge à l'époque qui a grandi dans des villes, qui a été à l'école comme tout le monde, et qui était rêveur parce que depuis longtemps, passionné de sport et de sport de combat en particulier. Donc du coup, lorsque la possibilité de devenir un personnage iconique avec mes attributs physiques qui ont fait de moi le colosse belge que je suis aujourd'hui, et ben du coup, je suis devenu Dark Mundo, mon alter ego, et cette part de moi qui maintenant me colle à la peau depuis plus de 18 ans. À la question de mon identité et de mon style, etc. Bah, comme je le disais justement, je viens des sports de combat, je viens de pas mal de sports, même en équipe. J'ai été plus jeune dans des équipes de football, comme un peu tous les garçons, je pense, de mon âge à l'époque. Après, j'aimais quand même bien voir si j'étais fort, donc j'aimais quand même bien ce côté compétition, ce côté donc ce n'est pas vraiment un style sombre, c'est juste que voilà, le nom fait que quand j'ai combattu à l'époque dans certains endroits, ils m'ont dit d'eux-mêmes que mon nom, prénom, ça faisait pas très... Enfin, à l'époque, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Comme nom de présentation, ils m'avaient dit, est-ce que tu n'aurais pas un truc un peu plus dark? Et je me suis dit, dark, c'est pas mal. Donc j'ai gardé... c'est devenu Dark Mundo, du coup. Et le style de combat, c'est adapté avec le temps. Je pense que, comme beaucoup de catcheurs, beaucoup des prises que je faisais à l'époque, euh, soit je les ai oubliées, enfin j'ai oublié de les réutiliser, soit je suis passé à d'autres spots. Et évidemment, comme dans beaucoup de sports, il faut chaque fois se remettre à niveau, il faut chaque fois se remettre en question. Il faut aussi voir, vous, public, et vous, les amis, etc., vos réactions. C'est à ça aussi que nous, on peut faire la balance entre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles on fait des petits spots qui marchent du tonnerre, et des fois des gros shows où un plus gros spot ou un plus petit spot ne fonctionne pas. Ça peut des fois arriver à tout le monde et à tous les catcheurs. Alors, par rapport à mes débuts pour mon premier match, c'est assez marrant parce qu'en gros, je me rappelle m'être entraîné, je me rappelle être monté sur les rings chez Monsieur Bellomo. À l'époque, il avait un système de routine qui nous mettait un peu en tant qu'élève, qui nous faisait faire un peu les mannequins, on va dire, du catch. Donc, on montrait à quoi correspondait plus ou moins un entraînement, on s'alignait, on montrait des enchaînements de squats, de pompage, de bump. Donc, les bumps, ce sont les chutes. Donc, chute avant, chute arrière, le flip. Et on défilait un peu chacun notre tour. Ça, c'était les premiers pas sur le ring, mais c'était la méthode Monsieur Salvatore Bellomo à l'époque. Est-ce qu'il a ramené ça des États-Unis? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était sa méthode à lui. Par la suite, on est allé sur un show à Catch Café pour Robro. On est arrivé à plusieurs. Malheureusement pour moi, mon adversaire à moi n'était pas là, donc j'ai pu regarder mes potes faire leur combat. J'ai pu un peu tâter le ring, mais sans combattre lors du show, parce que malheureusement, voilà, mon adversaire, qui j'aurais pu aller voir à l'époque, n'était pas là, ce qui arrive. Du coup, lorsque on a fait un énorme show sur Herstal à l'époque, donc tout près de Liège, eh bien là, nous avons fait fort, parce que le premier show, je me rappellerai toujours, il y avait 1054 personnes. J'ai d'abord eu style un combat de mise en bouche pour lancer un peu le personnage, donc pour montrer un peu que je venais pour en imposer, que je ne venais pas pour rigoler, etc. Donc c'était les créations du personnage à l'époque, c'était les débuts de Dark Mundo. Donc j'ai d'abord eu un combat contre un catcheur masqué, que j'ai brisé évidemment, et très très bonne réaction du public. J'étais très débutant, donc évidemment je ne dis pas que tout ce que j'ai fait était parfait, mais j'étais assez content de moi. Pour tous ceux qui savent, je suis assez perfectionniste et je suis le premier à me remettre en question, donc
J'essaie toujours de faire au mieux pour vous et pour tout le monde. Donc, je m'applique vraiment un maximum. Et du coup, ce qui a amené sur le même show, le main event, où j'ai pris mon tout premier coup de chaise d'un gars qui n'en avait jamais mis et qui m'a bien défoncé le crâne avec la chaise. J'ai gardé la chaise pendant un long moment parce qu'elle elle était imprimée de, de ma tête dessus. Donc, c'était un super show. Pour l'anecdote, je me rappelle être derrière les rideaux. Et vous imaginez, premier show, premier pas sur le ring, 1054 personnes. Et je me rappellerai toujours, les parois tremblaient pendant que les gens tapaient des pieds sur les estrades, etc. C'était magnifique. J'avais un léger stress, évidemment, comme tout combattant, mais bizarrement, une fois monté l'escalier, arrivé dans les fumigènes, c'était fini. Plus aucun stress. J'étais, donc, moi, la personne normale, quand je suis arrivé dans les fumigènes, je n'étais plus moi, j'étais Dark Mundo. J'étais entièrement Dark Mundo, j'étais ce personnage, j'étais cette part de moi qui voulait être ce qu'elle voulait être, évidemment, et comme chacun le sait dans le catch. Notre alter ego est parfois, des fois, un contraste de ce que l'on est dans la réalité. Moi, j'essaie d'être le plus authentique possible pour que les gens le ressentent, et c'est plus facile de leur créer une émotion s'ils voient que je suis vrai, tandis que si on est faux, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, vous pouvez le comprendre, je suppose, c'est de nature humaine. Oh, c'est une très bonne question. Qui m'a donné envie de monter sur le ring? Ben, évidemment, pour les Belges, parce que je me doute que des Français vont peut-être écouter le podcast, et j'espère en tout cas. Pour les Belges, à l'époque, nous, notre chaîne nationale, c'est RTL TVI, et il faut savoir que la WWF, à l'époque, était diffusée sur la RTL TVI. Et je me rappelle, je devais avoir quoi? 4, 5, 6 ans peut-être. Et je regardais ça avec mon père, comme beaucoup de mon âge à l'époque. Euh, et j'étais un enfant, donc j'étais rêveur. Je voyais ces titans, ces gladiateurs des temps modernes qui, euh, qui faisaient des choses incroyables, qui se frappaient, qui chutaient, qui montaient sur la troisième corde. Alors évidemment, les noms de l'époque, on avait Hulk Hogan, il y avait Bam Bam Bigelow, il y avait Bret Hart, il y avait déjà Shawn Michaels, qui faisait partie de l'équipe des Rockers, avec Marty Jannetty. Il y avait la Hart Foundation, donc comme je dis Bret Hart et Jimmy Neidhart. Il y a eu les débuts d'Undertaker, il y avait le Big Boss Man, enfin il y avait énormément de catcheurs. Et pour moi, qui était un enfant, ben, comme mes enfants actuellement, vu que tout le monde le sait que j'ai des enfants, ça laisse rêveur, il n'y a pas de secret. En général, le catch fonctionne avec tous les enfants. Tous les enfants, peu importe le milieu, ils voient qu'il y a la catch, ils sont pris dedans. Ils ont la magie comme s'ils allaient voir un spectacle divisionniste. Ils croient en ce qu'ils voient quand c'est bien fait, évidemment. Ici, à quoi ressemble une semaine d'entraînement pour moi? Ben, évidemment, au début de ma carrière, je venais déjà des sports de combat, donc j'avais l'habitude déjà des rings. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû modifier ma façon de combattre parce que là, le but n'était plus de mettre l'autre KO ou de le briser ou de le faire abandonner spécifiquement. Donc, je savais déjà lever ma jambe, je savais déjà frapper, je savais déjà. J'ai adapté un peu mon style cogneur à mon catch et j'ai utilisé mon avantage physique qui était mon poids et ma force, que je pense n'a plus à prouver ni en France, ni en Belgique, ni partout où j'ai été. Je n'ai jamais. Il n'y a personne, je pense, qui peut m'enlever le côté légitime de mon surnom du colosse belge, pour la plupart du temps. Donc, du coup, évidemment, je me suis entraîné beaucoup à l'époque en catch, mais à l'époque, c'était pas comme maintenant. On ne bénéficiait pas d'un ring aux entraînements. C'était sur tatami, donc on faisait des chutes sur tatami, on faisait des roulades sur tatami, ça faisait mal, c'était rude. Et on bossait souvent un peu tous les gabarits, donc j'avais des plus lourds, j'avais des plus légers, on devait savoir être multitâche, on devait catcher avec des gars plus rapides, on devait s'adapter. C'est ce qui a permis de vraiment progresser jusqu'au moment où, évidemment, quand on veut progresser, ben, c'est pas ok, on devient ami avec ses potes, mais il faut aller voir plus loin, il faut agrandir ses connaissances en allant dans d'autres structures, voir d'autres promoteurs, voir d'autres catcheurs qui ont d'autres façons de bosser, qui ont d'autres petites points techniques à vous apprendre. Il y a toujours des petits trucs à apprendre dans le catch, un peu partout. Et ici, toujours maintenant, je suis sûr et certain que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une discipline
qui est tellement vaste qu'on en apprend toujours. Donc ici, une semaine d'entraînement pour moi actuellement, ben, je continue des sports de combat, mais c'est généralement de la musculation, parce que je n'ai pas de salle de catch là où j'habite. Mais je participe à des entraînements d'MMA encore, où on est sur tatami. Je fais des entraînements de boxe anglaise, je fais des entraînements de kickboxing quand je sais, et des entraînements de jiu-jitsu quand je sais. Je dis quand je sais, parce qu'à côté, voilà, j'ai un emploi et je ne suis pas toujours dans les mêmes pauses, donc les entraînements, je varie selon le temps que je peux lui accorder. Mais déjà, l'entretien musculaire est déjà très compliqué parfois à maintenir parce que ça prend du temps. Mais c'est important d'avoir aussi une base musculaire pour pouvoir se dire de me sécuriser moi lors de mes événements et de sécuriser mes adversaires quand je les soulève à bout de bras. Le gars qui est au-dessus de moi, vu que je fais à bras tendu, je suis à plus de 2 mètres. Donc, s'il n'a pas envie que je le lâche et qu'il tombe la tête la première. Donc, c'était important pour moi, comme je vous dis, de sécuriser et d'être légitime en tant qu'homme fort. Bah, le plus gros sacrifice que j'ai dû faire pour le catch, je dirais, évidemment, c'est pas un regret parce que voilà, mais c'est énormément de week-ends que je suis parti. Et j'adore prendre mes enfants avec quand c'est possible, mais c'est arrivé que c'était pas possible. Donc, c'est des week-ends que je n'ai pas eu ce temps-là avec mes enfants. Donc, oui, ça c'est arrivé. Comme à beaucoup de catcheurs, je pense, qui sont papas. C'est pour ça que voilà, je ne regrette pas, mes enfants ne regrettent pas, je m'occupe un maximum d'eux. Mais pour moi, c'était le plus gros sacrifice, c'était de partir et de pas pouvoir prendre mes enfants avec, parce que si je fais aussi ça, c'est parce que je sais que dans leurs yeux, à l'époque et toujours maintenant, ça brille dans leurs yeux, je suis leur papa et j'espère qu'ils sont fiers de moi tout autant que je suis fier d'eux parce que je les aime plus que tout. La blessure la plus dure, oh là là, allez, celle qui me revient en tête en général, c'est un mouvement où je cours vers mon adversaire dans les cortes. Il est censé me faire un backdrop, donc c'est me faire passer au-dessus de lui, de façon à ce que je retombe sur le bord du ring. Donc je suis censé attraper la troisième corde pour dire de me sécuriser et retomber sur le bord du ring et pouvoir enchaîner. Le souci, c'est que je me souviens partir dans la corde adverse, enfin en face. Quand je reviens vers lui, il n'était pas près de la corde, il a fait un pas vers moi, ce qui fait que j'ai dû sauter un poil plus tôt. Il a poussé mes jambes vers le haut, j'étais trop haut, je n'ai pas su attraper la troisième corde. J'ai eu le temps de me mettre en boule comme un flip et atterrir dans les chaises. Ce qui m'a valu, je crois, l'équivalent de 2 côtes froissées et 2 côtes cassées à l'époque et une luxation de la clavicule. À savoir qu'avec l'adrénaline, je me suis relevé, je suis remonté dans le ring, j'ai continué mon combat. Avec l'adrénaline, je peux vous assurer que ça allait. Je me suis dit, ouh, ça a fait mal. Mais j'ai quand même enchaîné. J'avais pas pris le coup sur la tête. Je m'étais bien protégé, on va dire. Mais c'est les chaises que j'ai ramassées. Le truc, c'est que une demi-heure après, je refaisais le match souvent que l'on voit un peu partout en France, etc. C'était un 3 contre 3. Et là, je me rappelle qu'ils m'envoient à deux dans les cordes. Ils me font une double back elbow. Donc, c'est un genre de corde à linge, mais avec l'arrière du bras. Et quand je chute, j'entends le clac-clac. Et là, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui avait lâché. Donc, à mon avis, au début, il y avait peut-être les côtes qui n'étaient pas toutes cassées. Enfin, elles étaient peut-être que froissées, mais il y en a deux qui ont lâché, du coup. Sur le chemin du retour, je suis pas douillet, mais pas du tout. Mais sur le chemin du retour, j'ai senti mon bras qui se pliait tout seul. J'ai les ligaments et les tendons avec la chute et la luxation qui avaient gonflé. Donc, mon bras était complètement bloqué. Je me suis retrouvé en écharpe. C'est la pire, enfin, c'est la plus grosse, on va dire, blessure que j'ai eue. Mais n'étant pas un très bon modèle pour les médecins, enfin, un très bon patient et un très bon modèle pour ceux qui doivent se soigner, j'ai très vite repris le catch. En fait, j'ai pas vraiment soigné la blessure. Je le reconnais, c'est pas très malin de ma part. Et toujours actuellement, j'ai ce même problème, c'est que j'en fais encore de trop parfois, alors que je serais censé freiner ou au moins soigner certaines blessures, parce que je ne vous cache pas que passé la quarantaine, la récupération n'est pas la même qu'à 20 ans et n'est pas la même qu'à 30 ans. Donc, ceux qui me disaient, ouais, mais à 40, tu verras, là, c'est là que ça commence à craquer, ben, je leur donne raison. Donc, s'il y a des petits jeunes qui écoutent ce podcast, sachez que oui, c'est pas un mensonge. Après 40 ans, vous allez sentir que ça fait mal. Le poids des bumps, etc. Donc, mon médecin, moi, m'a quand même bien dit ici de ne pas m'arrêter de m'entraîner, etc. Parce que la ceinture musculaire gaine mes douleurs dans le dos.
parce que voilà, le muscle écrase un peu certaines zones et maintiennent mes vertèbres et tout. Parce qu'il faut savoir que voilà, avec toutes les chutes que l'on fait, que ce soit les épaules, les côtes, ben voilà, on a tous les combattants, je pense tous les catcheurs, il n'y a aucun qui peut se dire je ressortirai indemne. Il y a des catcheurs, c'est les genoux. Moi, j'ai légèrement les genoux, mais je les protège maintenant en diminuant certains spots, on va dire. Donc, certaines chutes que je faisais avant, comme le moonsault, etc., ne m'est plus nécessaire. Il y a des jeunes bien plus talentueux que moi qui prennent une bien meilleure amplitude, qui ont un bien plus beau physique. Donc, je leur laisse ça, je leur laisse les flips, je leur laisse le côté high fly. Je garde quand même les kicks, parce que je pense avoir un joli jeu de jambes. Mais voilà, les blessures, elles sont là, donc elles sont là pour tous. Je ne fais pas, je ne fais pas exception à la règle. Je pense que tous les catcheurs qui écouteront ce podcast ou qui auront la même question répondront ça, qu'ils connaissent tous les douleurs. Alors, bah, évidemment, ce qui me pousse à continuer malgré la douleur, bah, c'est la passion et c'est aussi le fait que, à un moment, si on s'arrête à la moindre douleur, on ne fait plus rien. Donc, évidemment, il y a douleur et douleur, hein. Si j'ai un pied cassé, je vais pas m'amuser à aller courir, c'est sûr. Mais il y a des douleurs qui sont supportables et il y a des douleurs qui ne sont pas supportables. Il faut savoir faire la part des choses, il faut quand même écouter son corps. Je tiens quand même à donner ça aux gens. C'est pas parce que moi je suis assis que tout le monde doit l'être. Il y a des personnes qui sont plus sensibles, des personnes qui sont plus réceptives à la douleur. On va dire que c'est une question de seuil de tolérance. J'ai un très bon seuil de tolérance. Je pense qu'il y a beaucoup de catcheurs comme ça. Mais voilà, une blessure qui, moi, peut-être me fera moins mal et qu'un Odia à la même blessure aura peut-être beaucoup plus mal que moi. Ça, c'est à chacun son ressenti, j'ai envie de dire. Donc ça, pour ça, on va dire, on ne sait pas, on ne sait pas trop. Maintenant, ce qui me pousse, bah, c'est la passion, évidemment. Moi, j'aime quand même ce que je fais. J'adore ce que je fais. J'adore être dans un ring. Et j'adore pratiquer d'autres sports. Donc, je pousse mon corps un peu à des limites. Des fois, je m'en rends compte. Donc, pour l'anecdote, ici, j'ai fait le championnat de Belgique des Highland Games, donc une compétition de strongman. Faut savoir que c'est du très lourd, du très très lourd. Bah, les 2, 3 semaines après la compétition, j'avais tellement tétanisé le système nerveux que j'avais les mecs qui me faisaient mal, les avant-bras, les épaules. C'était douloureux partout. Mais je pense comme je disais juste avant, il n'y a pas un athlète qui ne connaît pas les douleurs. Quand on veut dépasser ses limites pour progresser, bah, ça arrive de se faire mal. Et des fois, c'est les ligaments, les tendons, les os. Ça dépend de votre anatomie, ça dépend de votre métabolisme, ça dépend de vos entraînements, ça dépend de la récupération. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, est-ce que Dark Mundo, c'est moi à 100%? Ben, comme je disais, j'essaye quand même d'être le plus authentique. Maintenant, évidemment, il faut pas oublier non plus que le côté scénarisé dans le catch, c'est pas spécialement les coups et les moves, parce que ça, un bump, c'est un bump. Quand un gars saute de la troisième corde, on se le prend quand même dessus. Un dropkick dans la mâchoire, on le prend dans la mâchoire. Mais le côté scénarisé, comme souvent on le dit, ce qui pour moi n'est pas fake, ben, c'est le rôle auquel on joue. Donc, je ne suis pas spécialement quelqu'un de méchant, pour moi. Maintenant, peut-être que pour d'autres, je suis méchant. Donc, évidemment, ben, c'est le côté scénarisé. Donc, le rôle que je joue dans le ring, ça, ben, tout dépend aussi de l'endroit où je suis, de l'accueil que j'ai et de ce que l'on me demande aussi. Donc, il faut savoir qu'en France, les Français, ils aiment bien les Belges, mais ils préfèrent quand même leurs héros locaux. Donc, je me fais souvent huer et je n'ai aucun problème à me faire huer. Généralement, vous me faites trop rire et c'est génial. Donc, généralement, je suis très authentique, donc comme je disais, en Darkmondo et en moi. Mais voilà, c'est une question de scénario. Quand je dis scénario, c'est le côté catch qui fait que le personnage que l'on joue ben, doit s'adapter au public devant lequel on est. Alors, ce personnage ne me dépasse pas du tout. J'ai un parfait contrôle sur ce que je fais dans le ring. Pour beaucoup de choses, je ne juge aucun gars quand je vais dire ce que je vais dire. Mais moi, par exemple, ma vision du heal, quand je fais le méchant, donc le heal, c'est ce qu'on dit en anglais. Quand je fais le heal, moi, j'estime qu'un bon heal n'a pas besoin spécialement d'être vulgaire. Il n'a pas besoin de faire de doigts d'honneur.
Il n'a pas besoin de cracher sur son adversaire comme je peux voir de temps en temps sur certains shows. C'est un truc que je trouve horrible de vous à moi. Je n'aime pas ça du tout. Ça ne me verrait pas à l'idée dans le ring de cracher sur mon adversaire. Je trouve ça d'une vulgarité sans nom. Et je sais qu'il y en a de plus en plus. Beaucoup en France, ils aiment bien ça. Je ne sais pas pourquoi. On est peut-être un peu sur ça, on est un petit peu en divergence d'opinion. Je n'aime pas ça du tout. Mais du coup, voilà, moi j'estime qu'un bon heel peut se faire ruer de toute une salle sans spécialement être grossier, sans spécialement et faire des gestes obscènes, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, ça reste généralement des shows familiaux. Moi, je suis père de famille, je ne m'en cache pas. Je ne viens pas à gala de catch avec mes enfants pour qu'ils apprennent des grossièretés, ça ne sert à rien. Maintenant, voilà, je ne juge pas ceux qui le font parce qu'il y en a, c'est leur vision à eux du catch. Ou alors ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut pour se faire ruer, proprement dit, donc ils ont besoin de ça pour faire réagir les gens. Ça, c'est une question, encore une fois, d'entraînement et une question de savoir parler. Je pense que on peut faire réagir toute une salle en leur disant que ce sont des incultes. Donc on les traite de cons, sans dire cons. On leur dit que ce sont des imbéciles, des incultes, etc. La langue française est subtile pour ça. Il y a tellement de mots qui peuvent être synonymes. Donc il y a moyen de faire de très belles phrases, très belles promos et se marrer sans spécialement être grossier. Alors ce rôle ne me crée pas vraiment de problème dans la vraie vie. J'ai déjà eu quelques fans un peu qui étaient à fond dans le truc. Par rapport à mes adversaires, je vais revenir en arrière du 15 ans peut-être, ou 16 ans. Il y avait le Prince des Airs du côté de Charleroi, donc Richer, qui était un très bon catcheur, j'aimais bien ce qu'il faisait, etc. On a fait des vidéos promo l'un à l'autre pour se chambrer. Et je me rappellerai toujours que par contre, là, certains de ses amis étaient à fond dans le délire. Ils pensaient, eux, que ce qui se passait, c'était du 100% réel, que j'étais vraiment un vrai méchant, que j'allais vraiment venir faire du mal à leurs potes. Ils ont commencé à me chambrer, ce qui, ça, est bon joueur, ça ne me dérange pas, mais par contre, ils sont venus sur le point personnel. Certains de ces fans se sont permis d'insulter mes enfants, aller voir sur mon Facebook, mettre des commentaires un peu désobligeants. Donc à l'époque, j'ai dû en bloquer quelques-uns, chose que je fais très rarement, parce que là, du coup, voilà, ça sort du milieu pro, ça rentre dans le privé et dans le personnel, et moi, mes enfants n'ont pas à en pâtir de mes bêtises à moi. Mais c'est arrivé, voilà, je vous dis, il y a 15 ans. Ici, c'est plus le genre de choses qui arrivent. J'ai des gens, des fois, qui me mettent qui réagissent à mes stories, qui me mettent des trucs ainsi, mais c'est souvent en live que les gens me huent, ils m'insultent, etc. pendant mon entrée, ce que je fais sur le ring. Mais la plupart du temps, les bons joueurs viennent me trouver après, me demander une photo et me disent qu'ils ont bien aimé, qu'ils ont kiffé ce que je faisais, etc. Après, oui, encore une fois, j'entends souvent les commentaires, ah non, pas lui, il est méchant, non, pas. Bah, c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est que j'ai bien fait mon rôle. S'ils ne veulent pas venir me trouver, bah, je n'oblige pas les gens à faire une photo. Donc maintenant, voilà, comme je dis, il y a des personnes, des fois, c'est assez marrant, quoi. Mais ça fait partie du jeu. Alors le public, évidemment, ben, le public, c'est ce qui fait vivre aussi le show, hein. Les réactions du public, et comme je dis, chaque public est unique parce que vous allez dans des salles en France où ils font les shows dans la même salle tout le temps, ben, c'est le même public qui vient, donc ils vous connaissent. Et là, ben, ils vous reconnaissent, ils savent qui vous êtes, ils connaissent un peu votre style, donc ils savent à quel moment réagir, ils utilisent des phrases un peu venues des États-Unis, donc style holy shit, this is awesome, etc. Donc ça, c'est toujours génial. Maintenant, quand vous allez dans un show familial comme ici en Belgique, et que les gens crient, vous applaudissent ou vous huent, ils ont compris. Donc dès le début, ils sont mis dedans. Le public, c'est toujours une force, c'est toujours un plus. Et surtout, on a de très bons publics, je le répète encore une fois, la plupart sont vraiment géniales. Alors là, ce sont les questions compliquées sur ma carrière et les moments forts. C'est très compliqué parce que, par exemple, mon match le plus important à ce jour, c'est dur d'en avoir un précisément parce qu'il y a eu énormément de combats qui pour moi sont importants parce que déjà je me donne à fond à chacun de mes combats. Ils sont tous importants, ils ont tous leur valeur. Chaque adversaire que j'ai combattu, donc chaque adversaire pour moi était quelqu'un de qualité, même un débutant, même c'était quelqu'un qui a amené un plus à ma carrière et j'espère avoir fait pareil pour lui, avoir amené un plus ou
Donc pour moi, chacun des gars que j'ai combattus était important dans le ring. En tout cas, ils ont tous eu de la valeur. Et c'est très rare, très très rare. Il y a peut-être, on va dire, 5% de personnes avec qui c'était pas agréable ou avec qui j'ai eu des soucis, mais c'est très très peu sur le nombre de combats que j'ai fait. Et pareil pour marquer les esprits, bah, est-ce que on peut revenir sur des points à la limite à l'époque en premier champion par équipe de la PC avec Alexandre Legrand. Je pense que les gens, ça les a marqués que ce soit des Belges qui gagnent les tout premiers titres de champion par équipe de la PC. Ça, ils s'y attendaient aucun. Ça a été pareil à Révolution, à la ICWA, quand, quand on est allé chercher le titre face à Senza Volto et Aigle Blanc, qui étaient les chéris du public, les héros français, etc. Donc je pense que ça a marqué les esprits. Pareil quand j'ai gagné des titres en Allemagne ou ailleurs en France. Je pense que chaque fois qu'un Belge gagne un titre dans un pays qui n'est pas le sien, ça marque les esprits. Les gens, soit ils ne s'y attendent pas, certains sont très heureux et sont surpris. Donc ça, justement, le fait de cette surprise, ça les rend heureux parce qu'ils s'y attendaient pas. D'autres sont un peu déçus parce qu'ils espéraient leur héros local, à qui j'ai botté le cul à l'époque. Donc voilà, je pense que marquer les esprits, ça peut être beaucoup de choses. Je sais que, par exemple, il y a des jeunes qui sont maintenant dans le catch, que j'ai connus, qui avaient 10, 11, 12 ans peut-être. Dans ces gars actuellement qui tournent, MBM venait voir les gars à la catch qu'il était petit avec son papa. Donc MBM qui tourne énormément. Ici actuellement, il y a deux nouvelles stars en Belgique. C'est Amadeo, qui est du côté de la Bodyzoy, qui est venu faire des entraînements il y a plus de 10 ans à Chapelle-les-Herléments à l'époque. Et alors Julian Ventura, qui tourne partout en Belgique aussi et un petit peu à l'étranger, qui lui, je l'ai connu, il avait peut-être 11 ans, je crois. Et là, maintenant, il est au top. J'espère le voir plus dans d'autres shows parce qu'il mérite de la visibilité. Et tous ces jeunes, pour moi, c'est l'avenir du catch, évidemment, hein. Je ne suis pas encore fini. J'espère qu'il me reste encore quelques bons shows à lâcher. Mais il faut quand même les pousser vers le haut et leur montrer qu'on a ouvert la voie sur quelque chose qui, eux, peuvent le rendre encore plus grand, à mon avis. Parce qu'ils ont tous des physiques incroyables, ils ont tous du talent. On a une très belle vague de catcheurs actuellement, que ce soit en France ou en Belgique. Donc ça, je pense que j'espère que le public va vraiment soutenir tous ces jeunes. Bah, le catcheur contre qui j'ai préféré me battre, c'est compliqué parce qu'évidemment, les combats avec les amis, ils ont toujours été géniaux. J'ai fait des très beaux combats avec les gens Von Creed. C'est un titan, c'est un des rares gars qui me soulève en s'amusant parce qu'il est vraiment très puissant, il a un charisme, il a un physique. C'est un gars qui bosse bien. Alexandre le Grand, par exemple, on aimait bien lutter l'un contre l'autre pour se jauger, voire un peu mettre à niveau notre équipe. Donc quand on était là face à l'autre, c'était jamais une pénitence, c'était toujours un plaisir parce que je me rends compte que malgré que je suis puissant, il est vraiment talentueux, il était très malin, il avait de très bonnes idées, et il savait comment justement utiliser mes points forts pour en faire des faiblesses. Donc c'est ce qui fait qu'on était complémentaires, tout comme avec les Jovan Creed, quand on a fait The Alliance, ces deux titans, bah, c'est inarrêtable. Ben, avec Alexandre le Grand, nous étions Empire of Violence. Et alors, bah, je suis obligé de le citer avec Mike D, qui actuellement est à la WWE. On a chaque fois fait des matchs incroyables. C'était génial. Il a déjà jeune, déjà tout jeune, c'était un talent inouï. Il a toujours eu un charisme, il a toujours eu un beau physique. Je parle pas de toi ado, Mike, si tu entends la vidéo. Mais voilà, ce gars-là, il a toujours été génial. Maintenant, actuellement, c'est très dur de citer un parce que j'ai eu la chance, évidemment, de lutter des guests, de lutter des anciens catcheurs VVE, de lutter des gars qui viennent d'Angleterre, qui viennent un peu partout. Donc, ces gars-là, ça a été merveilleux. En Belgique, à la Superstar Wrestling, à l'époque, ils ont fait venir Harry Smith, donc le fils du British Bulldog. J'ai vraiment bien aimé ce gars-là. Déjà, il est très grand, il était bien puissant, il m'a soulevé pour me faire son running per slam. C'est rare que je me fasse envoler comme ça, donc j'étais surpris. Dans ce combat-là, nous étions Robro, Harry Smith et moi, donc un triple threat à la Superstar Wrestling déjà à l'époque, et c'était un moment génial. J'ai adoré ce combat. J'ai eu la chance de lutter les Chris Masters. Bah,
évidemment, pour tout gars qui regardait le catch dans les années 2000, on connaissait le Masterlock, on connaissait Chris Masters, le Masterpiece avec un physique incroyable. Donc voilà, il y a eu des gars comme Matt Cross, il y a eu, après par la suite j'ai rencontré d'autres. C'est toujours agréable de bosser ces gars-là, évidemment. Mais je n'enlève pas que c'est pas parce qu'ils viennent des États-Unis qu'ils sont meilleurs que nos gars ici en Europe. On a de très très bons talents ici en Europe. Un que j'aime beaucoup et qui est aussi à WWE, bah, évidemment, je vais en citer deux. C'est Tommy End, donc Malakai Black, qui est, enfin Lister Black maintenant, qui est extraordinaire. Et alors, un que moi j'aime beaucoup, c'est Ilya Dragunov. Et lui, extraordinaire aussi. Et ce qu'il fait dans le ring, c'est un athlète incroyable. Euh, j'ai jamais vraiment eu de moment de doute ou, ou de moment où j'ai eu la vague de je vais m'arrêter parce que c'est pas dans mon mental. Je sais que certains gars, il y a de temps en temps des vestiaires où ça change, des ambiances où ça change, des shows qui ne sont plus comme avant. On en connaît tous, certaines structures avec qui on a bossé, certaines avec qui on bosse encore, où on se dit des fois c'était mieux avant, il y avait une meilleure ambiance. Ah, lui, il vient plus, c'est dommage parce que je l'aimais bien. Et je sais que certains gars, ça leur a pesé lourd, donc ils ont arrêté. Certains ont fait des pauses dans leur carrière. Ça arrive, c'est de la nature humaine, ça j'ai envie de dire. Donc ça, c'est hors personnage, c'est voilà, c'est humain. Ça peut nous arriver à tous. Mais moi non, j'essaye en général à chaque gala où je vais, peu importe, des fois il y a des bons galas, des fois c'est des petits galas, des galas de foire, etc. J'essaie toujours de voir le bon côté, je me marre, je vois quand même, il y a quand même du public, il y a des potes qui sont là, donc j'essaie toujours de m'amuser. Et c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est que je m'amuse toujours. Donc tant que je m'amuse encore, bah, je continuerai en fait. C'est dur de me dire qu'un jour j'arrêterai ça et je n'arrive pas à me le dire. Alors on arrive aux questions mentales et philosophies. Que représente le catch pour moi, au-delà du sport? C'est une très bonne question parce que on nous la pose jamais. Mais le catch, ce que ça représente, c'est un rêve d'enfant évidemment. Comme je vous disais, je regardais le catch que j'étais enfant avec mon père et j'idolâtrais ces gars-là. Hogan en plus, on le voyait dans des séries, dans des films, on le voyait dans plein de choses. Il a eu une vague incroyable. Il était à la télévision et au cinéma avant The Rock ou avant John Cena, donc il est ce qu'il est, mais c'était quand même Hulk Hogan. Mais voilà, ce que ça représente pour moi, c'était un rêve que j'ai pu réaliser, un rêve que je suis fier d'avoir réalisé. Je n'ai jamais rougi d'être catcheur. Jamais. Je sais que beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes sont des haters, beaucoup de personnes vont se moquer, beaucoup de personnes seront dans la critique, mais c'est pas ça qui me touche. Tout comme les insultes quand je fais le heal. À un moment, ça fait partie du mental. Faut faire abstraction de ça. Avant de rentrer sur le ring, je pense à quoi? Ben, tout dépend. Tout dépend les shows et tout dépend avec qui je suis. Par exemple, certaines choses, si je suis avec les gens Von Creed, on pense à qu'est-ce qu'on mangera après. Donc ça, si c'est avec les gens, mon poussin protéiné, on va de temps en temps se demander ce qu'on ira manger après le show. Sinon, en général, bah, j'ai pas vraiment de stress. Enfin, j'ai plus vraiment de stress parce que les années sont là, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment le faire. J'espère le faire encore bien, ça ce sera à vous de me le dire. Mais généralement, j'essaye de partager mon temps avec un maximum de gars dans les vestiaires, pouvoir parler un peu de tout, savoir un peu comment ils vont, savoir un peu quels sont leurs projets, qu'est-ce qui se passe pour eux, etc. J'aime bien le partage. Ce côté partage dans les vestiaires, c'est génial. Parce que voilà, on retombe sur des gars qui des fois reviennent de voyage, reviennent de gros shows. Donc il y a quand même pas mal de gars qui bougent. Donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et de voir. Moi, je respecte toujours énormément les gars qui mettent en valeur notre passion. J'estime que moi, ça fait des années que je fais mon possible, ça fait des années que je me bats pour ça. Je fais toujours au mieux pour ne jamais diminuer l'image du catch. Je ne mets pas les soucis, les bazars, etc. à vue de tous en ligne. Je règle mes problèmes comme un homme. Quand je vois les personnes ou quand j'ai un souci à régler, je le règle. Et je pense que actuellement, comme je disais,
c'est très bien parce que la plupart des gars font tous un bon truc. Ils ont tous des tenues pro, ils ont tous un look, ils ont tous un personnage. On a perdu un peu cet esprit de gimmick de l'époque où on avait, c'était caricatural dans les années 80-90. Ça, maintenant, on a un peu moins ce côté-là. Mais je dis, voilà, ça, je suis très content parce que quand on met en avant ma passion, bah, je respecte ça et j'aurai toujours du respect pour ça. Non, je n'ai plus de peur. Enfin, je ne saurais même pas te dire si j'ai déjà eu peur par rapport à ça. Je suis de la vieille école. La vieille école, on ne nous apprenait pas à avoir peur. On ne m'a jamais appris à avoir peur. Je vais à des sports de combat, comme je l'ai dit. Ben voilà, ça c'est ce qui fait la différence entre ceux qui montent dans le ring et ceux qui restent dans le vestiaire en général. C'est de passer cette peur. Donc du coup, je n'ai pas de peur. Je me rappelle pas avoir déjà eu peur avant un combat. Je pense surtout dans le catch, j'ai toujours fait confiance aux gars avec qui j'allais combattre. Et je pense qu'ils m'ont toujours rendu cette confiance. En tout cas, je n'ai jamais blessé personne. Je n'ai jamais cassé un membre à un adversaire dans le catch, etc. Donc non, je n'ai pas ce côté peur. Et si certains l'ont, mais qu'ils arrivent à transformer cette peur en force, c'est un bonus pour eux et je leur souhaite en tout cas, ce serait bête de rester paralysé, de passer à côté d'une étape importante de leur vie, de ne pas monter dans le ring parce qu'ils ont des crêtes, etc. Bah, j'espère qu'ils pourront le passer si ça peut arriver à un autre, évidemment. Comme je dis, ça c'est le côté humain de la chose. Ma plus grande force mentale aujourd'hui, bah, je pense que, comme beaucoup, je m'assagis. Je commence à parler comme un vieux sage. Je m'en rends compte, 41 ans, je me dis, mince, je suis vieux. Je vois tous les jeunes, ils écoutent du rap, ils parlent, blabla, ils ont leur langage de wesh, etc. C'est drôle. J'ai des ados à la maison, donc évidemment, je connais le langage. Ça me fait très rire. Et je juge pas ça parce qu'on est passé par là. On avait notre argot quand on était jeune, donc on sait ce que c'est. Tant que ça reste respectueux. Mais voilà, ma force mentale aujourd'hui, je pense que c'est d'essayer d'être dans le partage un maximum. Je, pour ceux avec qui j'ai déjà bossé, je pense que 90% seront d'accord avec moi. J'ai jamais enfoncé les gars. J'ai toujours fait au mieux pour monter les gars. Dans mon mental à moi, je suis pas plus haut que quelqu'un que j'écrase. Ça ne marche pas. Mais par contre, si j'aide l'autre à monter, bah on monte ensemble. Donc, dans ma force mentale aujourd'hui, c'est ça. Et c'est aussi de montrer, pour moi, c'est de montrer une bonne éducation à mes enfants et de leur montrer comment va la vie. La vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas un cadeau. C'est pour ça que j'ai un tatouage qui dit la vie n'est pas un rêve, juste un combat. Alors, le combat, c'est pas toujours de la violence ou un combat physique. Euh, Quand on est fatigué, se lever à 5 heures du matin pour aller bosser, c'est combattre sa fatigue, c'est combattre, c'est y aller. Donc, c'est ça le combat aussi, c'est d'aller plus loin que ce qu'on devrait des fois parce qu'on a des obligations. Et voilà, donc dans mon mental, c'est ça. C'est aussi mon héritage que je vais laisser à mes enfants. J'espère, je suis très fier de ce qu'ils deviennent. Je suis très fier d'eux. Je les aime de tout mon cœur. Et j'espère qu'ils deviendront de meilleures personnes que je le suis. Et j'espère ne pas déjà être une mauvaise personne, mais en tout cas, j'espère qu'ils seront meilleurs que moi. C'est ce que je pense tout papa veut pour ses enfants.